Je m'appelle Jacob Blake. J'ai 30 ans et je vis seul dans une vieille maison à Sacramento, en Californie, où je suis né et j'ai grandi. Ma vie n'a rien de glamour, loin de là. Je travaille comme agent d'assurance, passant mes journées à taper sur un clavier, à calculer des risques pour des contrats dont personne ne se soucie vraiment. Mais si vous me demandez ma famille ou les années passées, je vous raconterai une histoire que je n'aurais jamais imaginé vivre. Tout a commencé par des divergences, par les petites fissures dans une famille que je pensais autrefois être le refuge le plus sûr. Je suis l'aîné de ma famille de classe moyenne. Mes parents sont Martin Blake et Janet Blake. Mon père, un homme grand avec une voix tonitruante, a toujours été fier de ses relations sociales. Il aimait porter des costumes coûteux, bien que je me demandais parfois s'il pouvait réellement se les permettre. Ma mère, Janet, aimait les fêtes somptueuses, les sacs à main de créateurs et les séances photos pour les posters sur les réseaux sociaux, montrant sa vie parfaite à ses amis. Puis il y a mon jeune frère Luc, 5 ans plus jeune que moi, qui semble avoir hérité de tout le panache de nos parents. Il arrivait toujours avec de nouvelles voitures, les derniers smartphones, et un sourire confiant comme si le monde entier était à sa portée. Et moi, je suis différent d'eux. J'ai toujours préféré la simplicité. Un vieux t-shirt, une paire de chaussures usées, et une tasse de café noir le matin me suffisent à me contenter. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un dépenserait des centaines de dollars pour un repas juste pour prendre des photos ou acheter une voiture chère quand l'ancienne fonctionne toujours très bien. Peut-être est-ce pour cela qu'aux yeux de ma famille, j'ai toujours été le mouton noir. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais leur regard, leurs remarques à demi plaisantes, et la façon dont ils me traitaient en disaient long. Je me souviens encore vivement de nos réunions de famille dans le salon spacieux de notre vieille maison. C'étaient des occasions comme les anniversaires, Thanksgiving, ou simplement des soirées du week-end aléatoires quand mes parents voulaient se montrer aux voisins. La table à manger était chargée de plats délicieux, les verres à vin étincelaient, et les rires remplissaient l'air. Mais même si j'étais là, je me sentais toujours comme si je n'appartenais pas. Mon père parlait des grandes affaires qu'il était sur le point de conclure, bien que je savais que la plupart de cela était de l'exagération. Ma mère se vantait de son nouveau collier ou de ses prochaines vacances. Luc partageait avec enthousiasme des histoires sur ses amis riches et toutes les fêtes nocturnes dans le centre-ville. Et moi, je m'asseyais tranquillement en mangeant une tranche de charcuterie, essayant de ne pas renverser mon eau quand quelqu'un me bousculait accidentellement la chaise. « Jacob, pourquoi es-tu toujours si silencieux ?» demanda un jour Luc, sur un ton mi-taquin, mais ses yeux remplis de moquerie. « Où es-tu occupé à calculer combien tu as économisé en n'achetant pas de vin cher ?» Toute la table éclata de rire. Ma mère me regarda avec un léger sourire, mais ne dit rien. Mon père tapota Luc sur l'épaule comme si son commentaire était une sorte de triomphe. Je forçai un sourire maladroit, avalant la piqûre dans ma poitrine. Je n'étais pas en colère contre eux, du moins pas alors. Je pensais juste que peut-être je ne rentrais pas dans leur façon de vivre. Peut-être que j'étais trop différent. Mais cette différence ne s'arrêtait pas à leurs remarques taquines. Elle s'infiltrait dans tous les coins de notre vie de famille. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en finance, j'ai choisi de travailler pour une petite compagnie d'assurance stable avec un salaire décent. Pendant ce temps, Luc a abandonné l'université pour poursuivre ses rêves, ce qui, en réalité, signifiait lancer une entreprise avec l'argent emprunté à nos parents. Son entreprise a échoué en moins d'1 an, mais nos parents ne l'ont pas blâmé. Au lieu de cela, ils m'ont regardé, soupiré, et dit « Jacob, si seulement tu étais aussi motivé que ton frère. » Motivé ? Je ne comprenais pas. J'allais au travail à l'heure, je payais mes factures rapidement, et je n'ai jamais donné à mes parents une raison de s'inquiéter de l'argent. Mais pour eux, j'étais toujours un échec parce que je ne vivais pas comme ils le voulaient. Pas de voiture de luxe, pas de maison luxueuse, pas de fête, juste le bon vieux Jacob vivant dans un petit appartement, économisant chaque sou pour une maison modeste dans le futur. La vieille maison familiale où je vis maintenant contient tous mes souvenirs. Elle n'est ni grande ni moderne, mais elle est chaleureuse. Les murs en bois ont pâli avec le temps. Le plancher craque à chaque pas, et le petit jardin est envahi par les mauvaises herbes parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais j'adore cet endroit. C'est là que j'ai grandi. Où j'avais l'habitude de m'asseoir avec mon grand-père, écoutant ses histoires de sa jeunesse, des jours où il travaillait dans une scierie avec ses mains rugueuses et calleuses. Il était le seul de la famille à ne jamais me considérer comme un étranger. « Jacob, disait-il d'une voix chaude et ferme, tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Vis selon ta vérité. C'est ce qui compte. »
L'éclat n'est qu'une coquille, mais l'intégrité est le noyau. Je me souviens encore de ces jours où j'étais assis avec mon grand-père sur le vieux banc en bois du porche. L'odeur de pain du jardin se mélangeait à l'arôme du café qu'il préparait chaque matin. Il ne buvait jamais de café cher, juste le café bon marché du supermarché. Mais il disait toujours, « Jacob, ce qui est réel, c'est ce qui a bon goût. » Mon grand-père, William Blake, était l'homme le plus simple que j'ai jamais connu. Il n'avait pas de costume voyant comme mon père, d'histoire vantarde comme ma mère, ou la confiance arrogante de Luc. Mais il avait quelque chose que j'ai toujours désiré, la tranquillité d'esprit. Mon grand-père était le seul de la famille à vraiment me comprendre. Pendant que mes parents et Luc se moquaient de moi pour ma frugalité, mes vieux t-shirts, ou mon absence de leur fête somptueuse, mon grand-père me regardait toujours avec des yeux chaleureux. « Jacob, disait-il, me tapotant doucement l'épaule. Tu n'as pas besoin de courir après les autres. Vis selon ta vérité, et tout tombera en place. » Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais chaque fois qu'il le disait, je ressentais un regain de force, comme s'il partageait un secret que je n'étais pas encore prêt à comprendre. Il me racontait souvent des histoires de sa jeunesse où il travaillait dans une scierie, construisant des choses de ses mains rugueuses. « L'argent ne fait pas l'homme, Jacob, disait-il d'une voix basse et régulière. Mais il peut détruire ceux qui ne connaissent pas sa valeur. » Je ne comprenais pas tout à fait ses paroles, mais je hochais la tête avec soin, stockant chacune dans ma mémoire. Une fois, il me regarda, ses yeux brillant étrangement, et dit, « Un jour, tu auras quelque chose à toi. N'aie pas peur d'être laissé pour compte. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Je souris, pensant qu'il m'encourageait simplement. Comment aurais-je pu savoir que ces mots n'étaient pas seulement du réconfort? C'était une promesse. Il est décédé il y a 5 ans un après-midi d'automne. Je me souviens encore de ce jour avec une clarté saisissante. Le ciel était gris avec une légère bruine tombant sur les avant-toits de la vieille maison. Je me suis assis à son chevet, lui tenant la main frêle, essayant de retenir mes larmes alors qu'il murmurait, « Jacob, accroche-toi à qui tu es. Ne laisse personne te l'enlever. » Ce furent ses derniers mots pour moi. Puis il est parti, laissant un vide en moi que même maintenant je n'ai pas pu combler. Après sa mort, tout dans ma famille a changé. Quelques mois plus tard, mes parents et Luc sont soudainement devenus inexplicablement riches. Ils ont quitté Sacramento, abandonnant la vieille maison où j'ai grandi et déménagé dans un luxueux manoir à Miami. Leurs publications sur les réseaux sociaux étaient inondées d'images de fêtes extravagantes, de voyages à Paris, Dubaï, ou des îles que je n'avais vues qu'à la télévision. Ma mère exhibait des sacs à main de créateurs. Mon père se vantait de réunions avec des personnes importantes. Luc est apparu avec une voiture de sport rouge flashy, son sourire confiant suggérant qu'il avait touché le gros lot. Je n'ai jamais été invité à Miami. Pas une seule fois, ma mère a appelé, sa voix douce mais distante. « Jacob, tu aimes vivre simplement, donc rester à Sacramento te convient. La vieille maison est à toi. Ton père et moi avons décidé. » Je ne me suis pas plaint. La vieille maison était l'endroit où je me sentais en sécurité, où mes souvenirs de mon grand-père vivaient. J'étais reconnaissant de ne pas avoir à m'inquiéter du loyer chaque mois. Mais au fond, je ne pouvais m'empêcher de me demander. Pourquoi sont-ils devenus riches si rapidement? Mon père appelait cela la chance des affaires, mais il ne partageait jamais les détails. Quand j'ai demandé à Luc, il a ri bruyamment et a dit, « Tu n'as pas besoin de savoir, Jacob. Continue ta vie ennuyeuse. » Je n'étais pas jaloux de leur richesse. Honnêtement, j'étais juste triste qu'ils semblent m'avoir oublié. Les appels sont devenus moins fréquents. Les messages restaient sans réponse. J'ai continué ma vie, allant travailler chaque jour, mangeant des repas simples dans la vieille cuisine et m'asseyant près de la fenêtre, regardant le jardin envahi par les mauvaises herbes. Mais chaque fois que je voyais leurs photos sur les réseaux sociaux, ces sourires radieux, ces fêtes glamour, je ressentais une douleur sourde. Ils étaient ma famille, mais je n'en faisais plus partie. J'ai commencé à me demander où venait l'argent. Mon grand-père n'était pas riche, du moins pas d'après ce que je savais. Il vivait simplement, ne se vantant jamais. Mais ces paroles, « Tu auras quelque chose à toi », continuaient de résonner dans mon esprit comme un puzzle que je ne pouvais résoudre. J'essayais de l'ignorer, pensant que j'imaginais des choses. Mais chaque fois que je regardais la photo de mon grand-père accrochée au mur, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose était caché. Thanksgiving et Noël étaient autrefois les moments de l'année que j'attendais le plus.
C'étaient les moments où toute la famille se réunissait, même si je me sentais parfois déplacé au milieu des histoires vantardes de mes parents et de Luc. Mais au moins à l'époque, j'en faisais encore partie. Après leur déménagement à Miami, tout a changé. Ces vacances sont devenues les jours les plus solitaires de l'année pour moi. Chaque année, j'appelais, invitant mes parents et Luc à revenir à Sacramento pour dîner afin de nous réunir comme autrefois. « Maman, tu reviens pour le dîner de Noël cette année ?» demandais-je, essayant de garder ma voix optimiste. « Oh, Jacob, je suis tellement occupé, » répondait-elle, son ton doux mais froid. « Ton père a une grande fête à Miami. »« La prochaine fois, d'accord. » Cette prochaine fois n'est jamais venue. Luc n'a même pas pris la peine de répondre. Une fois, je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il viendrait pour Thanksgiving, et tout ce que j'ai reçu, c'est une notification de lecture froide. Je n'ai jamais été invité à Miami. Pas une seule fois. Je ne connaissais leur vie que par les photos qu'ils postaient sur les réseaux sociaux. Noël dernier, je me suis assis seul dans la vieille maison devant une petite assiette de dinde et un verre de vin bon marché. Pendant ce temps, sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu mes parents et Luc rayonnant dans un restaurant chic avec des lumières scintillantes et une table débordant de plats gastronomiques. Ils ne m'ont pas mentionné. Pas un message, pas un appel. Je me demandais s'ils se souvenaient même que j'étais là, seul dans la maison qu'ils appelaient autrefois leur foyer. La solitude n'a pas frappé d'un coup. Elle s'est accumulée lentement comme des gouttes d'eau s'infiltrant à travers le toit de la vieille maison, pourrissant progressivement tout. J'essayais de ne pas y penser. Je me disais qu'ils étaient occupés, que leur nouvelle vie était juste trop différente. Mais chaque fois que je voyais leurs photos, leurs sourires, leurs étreintes, les moments heureux dont je ne faisais pas partie, mon cœur avait l'impression d'être serré. Je ne voulais pas l'admettre, mais j'étais profondément blessé. J'ai commencé à me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Était-ce parce que j'étais trop différent, trop simple, qu'ils ne me voulaient pas dans leur monde glamour? N'étais-je pas assez digne pour me tenir à leur côté? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit, surtout lors des froides nuits de Noël quand je m'asseyais seul près de la vieille cheminée, écoutant le vent siffler à travers les fenêtres. J'ai essayé de rester en contact. J'envoyais des cadeaux de Noël, de petites choses comme une écharpe tricotée pour maman, un livre pour papa, un portefeuille en cuir pour Luc. Mais personne ne m'a remercié. Personne ne les a mentionnés. Je me demandais s'ils ouvraient même les cadeaux ou s'ils étaient simplement jetés dans un coin de leur luxueux manoir. De plus en plus, je me sentais comme une ombre indistincte dans la famille. Je les aimais toujours, pensais toujours à eux, mais je ne savais plus comment les rapprocher. Je continuais à vivre tranquillement, attendant le jour où ils pourraient peut-être se souvenir de moi. Mais au fond, je savais que ce jour pourrait ne jamais venir. Ce Noël, l'année de mes 30 ans, n'a pas été différent des précédents. J'ai préparé un repas simple dans la vieille maison de Sacramento. Une assiette de dinde, de la purée de pommes de terre, et une bouteille de vin bon marché achetée au supermarché. Une semaine plus tôt, j'avais appelé ma mère, l'invitant avec mon père à venir dîner. J'y penserai, Jacob, dit-elle, sa voix douce mais non engageante. Luc, comme d'habitude, n'a pas répondu à mon message. Je n'ai pas été surpris, mais la piqûre était toujours là. La vieille maison était étrangement silencieuse. J'ai mis quelques chansons de Noël sur le vieux haut-parleur, essayant de créer une atmosphère festive. Le petit sapin de Noël dans le coin du salon scintillait de lumière colorée, mais cela ne faisait que me rendre plus seul. Je me suis assis à la table à manger, fixant les 3 chaises vides autour. J'imaginais la famille réunie comme autrefois, quand mon grand-père était encore en vie, quand le sourire de ma mère était radieux et que mon père racontait des histoires exagérées sur son travail. Mais maintenant, il n'y avait que moi, seul avec des souvenirs qui s'estompaient. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru les réseaux sociaux. Comme prévu, ma mère avait posté une nouvelle photo. Elle et mon père se tenaient devant un immense sapin de Noël dans leur manoir de Miami, entouré de cadeaux soigneusement emballés et de visages inconnus. Luc était là aussi, son bras autour d'une inconnue, une fille, son sourire aussi radieux que s'il possédait le monde. J'ai fixé la photo, cherchant le moindre signe qu'il se souvenait de moi. Il n'y en avait aucun. Pas de légende, pas de message. J'ai éteint mon téléphone, une boule amère montant dans ma gorge. Je me suis levé et je suis sorti sur le porche où mon grand-père et moi avions l'habitude de nous asseoir pendant des heures. Le vent glacial de décembre soufflait, me faisant frissonner. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé, essayant de me rappeler sa voix.
tu auras quelque chose à toi, avait-il dit. Ces mots résonnaient dans mon esprit maintenant, un rappel que je n'étais pas entièrement seul. Mon grand-père avait toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Je sursautai, manquant de lâcher le verre de vin dans ma main. Qui viendrait à cette heure? Il était presque 21 heures, et je n'attendais personne. Je me suis dirigé vers la porte, mon cœur battant un peu plus vite. À travers le petit panneau de verre, j'ai vu un homme en uniforme de postier tenant une enveloppe jaune pâle. J'ai ouvert la porte, forçant un sourire maladroit. Jacob Blake, a demandé le postier, d'une voix plate. Oui, c'est moi, ai-je répondu, en regardant l'enveloppe avec curiosité. Ceci est pour vous. Veuillez signer ici. Il m'a tendu un stylo et un formulaire. J'ai signé rapidement, pris l'enveloppe et les remercié avant qu'il ne se retourne et ne disparaisse dans la nuit froide. J'ai fermé la porte, restant immobile dans le couloir, l'enveloppe à la main. Elle n'était pas lourde, mais quelque chose en elle semblait important. Sur l'enveloppe, l'écriture familière fit battre mon cœur plus vite. C'était celle de mon grand-père. Je l'ai reconnue immédiatement. L'écriture inclinée, légèrement tremblante mais soignée écrite sur le devant était destinée à Jacob Blake, à ouvrir le Noël de votre 30e année. Mon souffle s'accéléra. Mon grand-père était décédé il y a 5 ans. Comment pouvait-il y avoir une lettre de lui livrée aujourd'hui, de tous les jours? Je me suis assis sur le canapé, mes mains tremblant alors que j'ouvrais l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée en deux. Et alors que je la dépliais, la voix de mon grand-père sembla résonner dans mes oreilles. Cher Jacob, commença la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as 30 ans, et j'espère que tu es toujours le même homme honnête dont j'ai toujours été fier. Je sais que la vie peut être difficile, et la famille ne se déroule pas toujours comme on l'espère. Mais je veux que tu saches que tu n'es jamais vraiment abandonné. Je t'ai laissé quelque chose, une fiducie, assez pour que tu puisses construire la vie que tu veux à ta manière. Va voir mon avocat, James Carter, au 245 Main Street à Sacramento. Il te guidera pour la réclamer. Ceci t'appartient de droit, Jacob. Ne laisse personne te le prendre. Je t'aime pour toujours, papy. J'ai lu la lettre encore et encore, mon cœur battant la chamade. Une fiducie. Il n'en avait jamais parlé. Il vivait si simplement, sans jamais se vanter de son argent. Je pensais qu'il n'avait que la petite maison et une modeste épargne, mais une fiducie. Cela pourrait-il expliquer pourquoi mes parents et Luc sont soudainement devenus riches après sa mort? La pensée traversa mon esprit, me donnant un frisson. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans le salon, la lettre toujours serrée dans ma main. Les souvenirs de mon grand-père sont revenus en cascade. Les après-midi où il m'apprenait à sculpter le bois. Les fois où il riait de bon cœur quand je lui racontais mes journées ennuyeuses au cabinet d'assurance. Il disait toujours que j'avais une valeur et que je n'avais pas besoin d'être comme les autres. Mais s'il m'avait vraiment laissé une fiducie, pourquoi ne l'ai-je pas su? Et pourquoi ma famille a-t-elle changé si radicalement après sa mort? J'ai regardé la photo de mon grand-père accrochée au mur. Ses yeux semblaient me transpercer, me poussant à agir. Je savais ce que je devais faire. Demain, j'irai au bureau de James Carter. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté au lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. La lettre était sur la table de nuit comme une petite flamme brûlant doucement dans mon cœur. J'ai pensé aux années d'abandon par ma famille, aux Noëls solitaires, aux photos des réseaux sociaux où j'étais absent. Savait-il cette fiducie? L'avait-il délibérément cachée? La pensée était à la fois douloureuse et exaspérante. Mais j'ai essayé de rester calme. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de voir l'avocat. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai mis une chemise boutonnée simple, et je suis allé au bureau de l'avocat sur Main Street. Mon esprit était un tourbillon d'espoir et de peur. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'obscurité. Quand je suis entré dans le bureau, une réceptionniste m'a souri et m'a demandé si j'avais rendez-vous. Je suis ici pour voir Monsieur James Carter, dis-je, ma voix légèrement tremblante. Je suis Jacob Blake. Elle hocha la tête et me conduisit dans une petite pièce où un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel était assis derrière un bureau. Il se leva, me serra la main et m'invita à m'asseoir.
Je suis Jacob Blake, dis-je, sortant la lettre de mon grand-père de ma poche. Mon grand-père, William Blake, m'a dit de venir ici. Il a mentionné une fiducie. James Carter me regarda, ses yeux froids et sans expression. Il prit la lettre, y jeta un coup d'œil, et la posa sur le bureau. Je crains qu'il n'y ait pas de fiducie à votre nom, Jacob, dit-il d'une voix plate. Je ne sais pas qui est votre grand-père, et je n'ai certainement aucun dossier à ce sujet. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'est impossible, murmurai-je, ma voix se brisant. C'est la lettre de mon grand-père. Il a clairement dit de venir ici pour vous voir à propos d'une fiducie. Carter haussa les épaules, offrant un léger sourire. Peut-être vous trompez-vous. Ou peut-être est-ce une farce. Je ne peux pas vous aider. Je quittai le bureau, la tête me tournant. La lettre était toujours serrée dans ma main, mais les mots de Carter me coupèrent le cœur comme un couteau. J'ai presque cru que j'avais tout imaginé. Mais en montant dans ma voiture et en regardant la photo de mon grand-père sur mon téléphone, une idée me traversa l'esprit. La richesse soudaine de ma famille, les voyages extravagants, le manoir de Miami. Tout a commencé juste après la mort de mon grand-père. Je savais que quelque chose n'allait pas, et je trouverais la vérité, quel qu'en soit le prix. Je suis rentré chez moi, la lettre de mon grand-père toujours sur le siège passager, un rappel constant que je ne pouvais pas abandonner. Les mots de James Carter résonnaient dans mon esprit. Il n'y a pas de fiducie à votre nom, Jacob. Son ton était froid, inflexible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une esquive passagère qui m'empêchait de lui faire entièrement confiance. Je connaissais mon grand-père. Il ne mentait jamais, ne faisait jamais de promesses en l'air. S'il avait écrit dans cette lettre qu'il y avait une fiducie pour moi, elle devait exister. Mais si c'était le cas, pourquoi Carter l'a-t-il nié? Et pourquoi ma famille est-elle devenue riche juste après sa mort? La vieille maison m'accueillit de son silence familier. Je me suis assis sur le canapé, relisant la lettre, chaque mot se gravant dans mon cœur. Ceci t'appartient de droit, Jacob. Ne laisse personne te le prendre. J'ai regardé la photo de mon grand-père sur le mur, ses yeux semblant me suivre, m'incitant à continuer. Je ne pouvais pas m'arrêter là. J'avais besoin de réponses, aussi douloureuses soient-elles. Mais je ne savais pas par où commencer. Je n'étais qu'un simple agent d'assurance, peu habitué à enquêter ou à confronter des gens comme James Carter. Je me sentais petit, impuissant, comme si j'étais devant un mur insurmontable. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon grand-père, l'homme qui m'a appris que l'intégrité compte plus que tout. S'il croyait en moi assez pour me laisser un héritage, je devais aussi croire en moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché James Carter. Son cabinet d'avocat avait l'air professionnel en surface, avec un site web élégant présentant des photos de lui dans un costume coûteux, debout devant une étagère remplie de dossiers. Mais cela ne me rassurait pas. Si mon grand-père avait choisi Carter pour gérer la fiducie, pourquoi prétendait-il ne pas le connaître? Cachait-il quelque chose? La pensée me faisait battre le cœur. J'avais besoin de creuser plus profondément, mais je ne pouvais pas me fier uniquement à mon instinct. J'ai décidé de commencer par ce qui était le plus proche, ma famille. Leur richesse soudaine me hantait. Je ne voulais pas croire qu'ils pouvaient être impliqués, mais je ne pouvais pas ignorer cette pensée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai parcouru leurs réseaux sociaux. Voyages extravagants, le manoir de Miami, possession coûteuse. J'ai cherché un indice, n'importe quoi qui pourrait expliquer leur transformation rapide. Mais au-delà des photos glamour, je n'ai rien trouvé d'autre qu'un sentiment de vide. Je me suis assis tranquillement, regardant dans le jardin envahi par les mauvaises herbes par la fenêtre. Puis une idée m'est venue. Si la fiducie existait, il devait y avoir des registres, un compte bancaire, un contrat, une sorte de trace. Je n'étais pas un expert en finance, mais mon travail à la compagnie d'assurance m'avait appris à lire les chiffres et à repérer les irrégularités. J'ai décidé de commencer par là. Le lendemain, j'ai posé un jour de maladie au travail et je suis allé à la banque où mon grand-père faisait affaire, une petite succursale à Sacramento qu'il fréquentait. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais trouver, mais j'ai apporté sa lettre, espérant qu'elle ouvrirait une porte. La banque était presque vide, avec seulement une caissière d'âge moyen derrière le comptoir. Je me suis approché, essayant de garder ma voix stable. « Salut », dis-je, offrant un sourire maladroit. J'aimerais poser des questions sur le compte de mon grand-père, William Blake. Il est décédé il y a 5 ans,
mais je pense qu'il a peut-être laissé quelque chose. Une fiducie, peut-être. La caissière, Sarah, d'après son badge, me regarda avec curiosité. Avez-vous des documents concernant votre grand-père? Un certificat de décès ou des registres? Je lui ai tendu la lettre. C'est tout ce que j'ai. Il m'a dit d'aller voir un avocat, mais l'avocat a dit qu'il n'y avait pas de fiducie. Je veux juste vérifier si c'est vrai. Sarah a lu la lettre, son front se plissant. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider beaucoup, Jacob. Les vieux dossiers sont généralement archivés, et j'aurais besoin d'une autorisation légale. Avez-vous une procuration? J'ai secoué la tête, la déception montant. Non, juste cette lettre. Mais je sais que mon grand-père ne mentait pas. Si vous pouviez vérifier un peu, je vous en serais très reconnaissant. Sarah soupira, mais son expression s'adoucit. D'accord, je vais regarder dans le système, mais je ne peux rien promettre. Attendez ici. Je me suis assis dans la salle d'attente, les mains serrées. Chaque minute semblait une heure. J'imaginais tous les scénarios où Sarah reviendrait et dirait qu'il n'y avait rien, que je courais après un rêve, que je devrais accepter que ma famille m'avait vraiment abandonné. Mais ensuite Sarah est revenue, tenant un mince dossier. Ce n'est pas détaillé, dit-elle prudemment. Mais j'ai trouvé une ancienne transaction liée à William Blake. Il y avait une fiducie créée en 2017 à votre nom, Jacob Blake. Mais elle s'interrompit, me regardant comme si elle pesait si elle devait continuer. Mais quoi? Demandai-je, mon cœur battant la chamade. Le fonds a été complètement retiré peu de temps après la mort de votre grand-père. L'argent a été transféré à un autre compte sous le nom de Martin Blake. Mon père. Mon sang se glaça. Combien? Murmurai-je. Sarah secoua la tête. Je n'ai pas de chiffre exact, mais c'était substantiel. Très substantiel. Il faudrait voir un avocat pour régler ça car je ne peux pas accéder à plus. Je quittai la banque, mon esprit en ébullition. Mon père, Luc, le manoir de Miami, les voyages somptueux. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais l'image était déchirante. Je ne voulais pas croire que ma famille pouvait faire ça. Voler ce qui m'appartenait, ce que mon grand-père avait passé sa vie à préserver pour moi. Mais la preuve était juste devant moi. J'ai résolu de creuser plus profondément. J'ai contacté un banquier à la retraite, Henri, qui avait travaillé avec mon grand-père. Après quelques appels et une rencontre dans un café, Henri confirma ce que Sarah avait dit. Je me souviens de cette fiducie, dit-il, sa voix lourde de regret. William était méticuleux. Il voulait s'assurer que c'était uniquement pour toi. Mais après son décès, quelqu'un est venu avec une procuration prétendant te représenter. Je ne m'en suis pas occupé directement, mais j'ai entendu que l'argent avait été transféré. Je pense qu'un avocat était impliqué. Carter, n'est-ce pas? James Carter. Son nom est réapparu comme une ombre obsédante. La colère monta en moi, mais je la supprimai. J'avais besoin de plus de preuves. J'ai engagé un détective privé, une vieille connaissance de la compagnie d'assurance, pour creuser plus profondément. 2 semaines plus tard, un rapport bref mais dévastateur. La fiducie valant 3 millions de dollars mise en place pour moi avait été vidée 3 mois seulement après la mort de mon grand-père. Les transactions sont passées par James Carter avec les signatures de mon père et de Luc. Je me suis assis dans la vieille maison, le rapport de l'enquêteur sur la table à côté de la lettre de mon grand-père. Je me suis senti trahi, non seulement par ma famille, mais par ma propre confiance en eux. J'avais essayé de les aimer, d'essayer de pardonner leur distance. Mais maintenant, je savais qu'ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils avaient volé ce que mon grand-père m'avait laissé, ce qu'il avait passé sa vie à protéger. J'ai serré la lettre, des larmes tombant sur le papier. Papy, ai-je murmuré, je suis désolé. Je les ai laissés prendre ce qui était à moi. Mais ensuite, j'ai essuyé mes larmes, me suis levé et j'ai regardé sa photo. Je savais ce que je devais faire. Je vais les confronter. Je vais récupérer ce qui m'appartient, peu importe le coût. La lettre de mon grand-père, le rapport de l'enquêteur et les fragments de vérité étaient éparpillés devant moi comme un appel à l'action. Je ne pouvais plus vivre dans la faible ombre de ma famille. Je ne pouvais pas leur laisser penser qu'ils pouvaient voler l'héritage de mon grand-père sans conséquence. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé un vol pour Miami.
La simple pensée de confronter mes parents et Luc me faisait battre le cœur. Je n'ai jamais été du genre à me disputer. J'ai toujours choisi le silence, le compromis pour maintenir la paix. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, 3 millions de dollars, ou de toute autre somme. Il s'agissait de confiance, de ce que mon grand-père avait passé sa vie à protéger pour moi. D'une trahison dont je n'aurais jamais cru ma famille capable. Je me suis préparé avec soin. J'ai imprimé le rapport de l'enquêteur, copié les transactions bancaires, et glissé la lettre de mon grand-père dans une nouvelle enveloppe comme si c'était un talisman. Je ne savais pas comment cette confrontation allait se dérouler, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. J'ai fait mes valises, jeté un dernier coup d'œil à la vieille maison, et murmuré à la photo de mon grand-père, « Je ferai ce qu'il faut pour toi ». Le vol pour Miami fut long et étouffant. Je me suis assis à la fenêtre, regardant les nuages passer. Mon esprit était un enchevêtrement de pensées. J'imaginais tous les scénarios. Mes parents s'excusant, Luc honteux, ou tous niant tout. Mais au fond, je savais que cette rencontre ne serait pas facile. Ils vivaient dans le luxe depuis 5 ans, et pour eux, j'étais juste un étranger, pas digne de leur attention. Quand l'avion a atterri, le soleil aveuglant de Miami m'a frappé le visage. J'ai loué une voiture bon marché et j'ai conduit directement au manoir de mes parents, une adresse que je ne connaissais que par leurs photos sur les réseaux sociaux. Quand je suis arrivé à la grille, je pouvais à peine croire mes yeux. La maison était immense, d'un blanc immaculé, avec des colonnes de style romain et une piscine étincelante à l'arrière. De grands palmiers bordaient l'allée, et une voiture de sport rouge, sans aucun doute celle de Luc, était garée devant le garage. Ce n'était pas la maison de la famille que je connaissais. Ceux qui vivaient autrefois dans la vieille maison craquante de Sacramento. C'était un monde différent, un monde auquel je n'appartenais pas. J'ai pris une profonde inspiration, serrant le dossier de documents et j'ai appuyé sur la sonnette. Une femme de chambre a ouvert la grille, me regardant avec curiosité. « Je suis Jacob Blake », dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Je suis ici pour voir mes parents, Martin et Janet Blake. » Elle m'a conduit à l'intérieur. Le salon était vaste avec des plafonds vertigineux et des peintures abstraites sur les murs. Une légère odeur de parfum cher flottait dans l'air. J'ai entendu des rires venant de l'arrière, près de la piscine. La femme de chambre m'a demandé d'attendre et est allée chercher mes parents. Je suis resté là, me sentant comme un étranger dans la maison de ma propre famille. Ma mère est apparue en premier, portant une robe de soie blanche, ses cheveux relevés, son sourire aussi radieux que sur ses photos. Mais quand elle m'a vu, ce sourire a vacillé. « Jacob, dit-elle, sa voix teintée de surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'as-tu pas appelé? Je dois parler, répondis-je, en gardant mon ton égal. À toi, papa, et Luc, c'est important. Mon père est entré, dégageant toujours cette aura polie dans un costume gris. Luc a suivi, portant un t-shirt de designer, me regardant avec colère comme si j'avais ruiné sa fête. Qu'est-ce qui est si urgent, mon pote? Demanda Luc, son ton mi-moqueur, mi-taquin. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai conduits dans le salon et j'ai posé le dossier sur la table en verre devant nous. Je sais pour la fiducie, dis-je, regardant droit dans les yeux de mon père. Celle que papy m'a laissée. 3 millions de dollars, et je sais qu'elle a été vidée et transférée sur des comptes sous vos noms et celui de Luc. Silence. Un silence lourd et suffocant. Ma mère jeta un coup d'œil à mon père, puis à Luc, une lueur de panique dans ses yeux. Mon père éclata de rire, mais son excitation ne pouvait cacher sa tension. « De quoi parles-tu, Jacob? Une fiducie? Tu imagines des choses ?» J'ai sorti la lettre de mon grand-père et je l'ai posée sur la table. Papy l'a écrite avant de mourir. Il a clairement dit qu'il y avait une fiducie pour moi et que je devrais voir James Carter pour la réclamer. Mais Carter a dit qu'il n'y avait rien de tel. Puis j'ai trouvé des preuves. Transactions bancaires, vos signatures, celles de Luc aussi. Elles montrent toutes que l'argent a été pris. Luc a ri, mais sa voix tremblait. Tu es fou, Jacob. Tu penses qu'on a besoin de ton argent? Regarde autour de toi, il a fait un geste vers la pièce luxueuse. Nous nous en sortons 100 fois mieux que toi. Alors pourquoi êtes-vous tous devenus riches juste après la mort de papy, ai-je demandé, ma voix plus froide que je ne m'y attendais. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi m'avez-vous laissé derrière pendant que vous faites la fête ici? Ma mère s'est avancée,
posant une main sur mon épaule, sa voix douce mais peu sincère. Jacob, tu as mal compris. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu aimes ta vie simple, alors nous t'avons laissé à Sacramento. Quant à l'argent, c'est grâce aux affaires prospères de ton père. Arrête de mentir. Je l'ai interrompu, la colère montant. J'ai des preuves. Les transactions, les signatures, même la confirmation de la banque. Je veux juste la vérité. Pourquoi avez-vous pris ce qui m'appartenait? Mon père s'est levé, son visage rougi. Tu oses m'accuser de vol, Jacob? Toi, un modeste employé, qui te tient là à m'accuser? Sa voix tonna, couvrant la musique de Noël qui jouait sur les haut-parleurs extérieurs. Je n'accuse pas, dis-je, luttant pour rester calme. Je veux juste la vérité. S'il n'y a rien de louche, pourquoi toutes les preuves indiquent-elles que papy m'a laissé une fiducie et que vous l'avez manifestement prise? Luc s'est avancé, me pointant du doigt. Tu ne saurais jamais comment gérer l'argent, Jacob. Tu le dépenserais en une semaine. Nous le méritons plus que toi. Regarde-toi vivre comme un pauvre dans cette vieille maison. Tu penses que papy voulait que tu aies cet argent? Les mots de Luc ont coupé comme un couteau. Je l'ai regardé, mon petit frère, celui avec qui je jouais dans le jardin, celui qui pleurait quand il tombait de son vélo, et je l'aidais à rentrer à la maison. Maintenant, il se tenait là, se moquant de moi comme si je n'appartenais pas à leur monde. Je me suis tourné vers ma mère, espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi pour apaiser la douleur. Mais elle s'est contentée de baisser les yeux, silencieuse. Je veux que vous me rendiez ce qui m'appartient, dis-je, ma voix tremblant de colère et de douleur. Si vous ne le faites pas, je vais porter ça devant les tribunaux. Mon père rit, mais ses yeux étaient glacials. Tu vas poursuivre ta propre famille en justice. Tu le regretteras, Jacob. Si tu rends cela public, nous te renierons. Tu perdras tout. Pas seulement l'argent, mais ta famille. Je les ai regardés. Mon père, ma mère, Luc, les 3 personnes que j'avais autrefois aimées plus que quiconque. Mais maintenant, je ne voyais que des étrangers. J'ai perdu ma famille il y a longtemps, dis-je, ma voix basse. Mon pied ferme. Vous m'avez abandonné quand papy est mort. Je n'ai pas peur de perdre plus. Je me suis retourné et je suis sorti du manoir, sans regarder en arrière. Mon père a crié quelque chose derrière moi, mais je ne l'ai pas entendu clairement. Je suis monté dans la voiture et je suis parti sous le soleil aveuglant de Miami. Me sentant comme si un poids avait été levé, mais mon cœur était brisé. Je savais que je m'engageais sur un chemin sans retour. J'allais porter plainte, même si cela signifiait couper complètement les ponts avec ma famille. Alors que l'avion décollait pour retourner à Sacramento, j'ai regardé par la fenêtre, observant les nuages disparaître au loin. J'ai pensé à mon grand-père, à sa lettre, et à sa promesse que j'aurais quelque chose à moi. Je vais le faire, papy, ai-je murmuré. Je vais reprendre ce que tu m'as laissé. Ces mots brûlaient comme une petite flamme dans mon cœur, me gardant stable malgré la douleur persistante de la confrontation avec ma famille. Je me suis préparé à une bataille, non seulement pour récupérer l'héritage de mon grand-père, mais pour prouver que je n'étais pas le raté qu'il pensait que j'étais. De retour dans la vieille maison de Sacramento, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Pas de lumière scintillante, pas de piscine, pas de peinture coûteuse. Juste des murs en bois patiné, des planchers grinçants, et la photo de mon grand-père sur le mur. Un compagnon silencieux. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher un nouvel avocat. Je ne pouvais pas faire confiance à James Carter, qui avait nié l'existence de la fiducie. J'avais besoin de quelqu'un d'honnête, d'expérimenté et d'assez audacieux pour s'en prendre à ma famille. Des gens qui avaient maintenant l'argent pour engager les avocats les plus chers. Après des heures de recherche et d'appels téléphoniques, je suis entré en contact avec Nicole Appleton, une avocate spécialisée dans les litiges de fiducie. Son petit bureau au centre-ville de Sacramento n'était pas aussi chic que celui de Carter, mais quand j'ai appelé, sa voix dégageait confiance et sincérité. J'ai brièvement partagé mon histoire, et elle a accepté de me rencontrer le lendemain. Apportez tous les documents que vous avez, dit-elle. Si ce que vous dites est vrai, nous avons un très bon dossier. Je suis arrivé au bureau de Nicole le lendemain matin, apportant la lettre de mon grand-père, le rapport de l'enquêteur et les transactions bancaires. Son bureau était petit mais propre, avec des étagères remplies de dossiers et un diplôme de droit encadré sur le mur.
Nicole, une femme dans la trentaine avec des cheveux noirs soigneusement attachés, m'a accueilli avec un doux sourire. « Asseyez-vous, Jacob, dit-elle, désignant la chaise en face de son bureau. Racontez-moi tout depuis le début. » J'ai tout raconté, de la lettre de mon grand-père, ma rencontre avec James Carter, la découverte de la fiducie jusqu'à la confrontation avec ma famille à Miami. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais chaque fois que je mentionnais la trahison de mes parents et de Luc, ma gorge se serrait. Nicole a écouté attentivement, prenant des notes méticuleuses et hochant la tête de temps en temps. Quand je lui ai montré la lettre de mon grand-père, elle a lu chaque ligne, son front se plissant. « C'est une preuve solide, a-t-elle dit, en posant la lettre. Mais nous aurons besoin de plus. Les transactions bancaires montrent que l'argent a été déplacé, mais pour gagner le procès, nous devons prouver que votre père, votre frère et James Carter ont intentionnellement violé leurs obligations fiduciaires. Êtes-vous prêt pour un long combat, Jacob ? » J'ai hoché la tête, bien qu'une lueur d'inquiétude subsistât en moi. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour payer un avocat, ai-je admis. Mais je ne peux pas les laisser prendre ce qui m'appartient. Mon grand-père m'a fait confiance, et je ne veux pas le décevoir. Nicole sourit, ses yeux s'illuminant. Ne vous inquiétez pas des coûts pour l'instant. Si nous gagnons, votre famille devra aussi couvrir les frais de justice. Je crois en ce dossier, Jacob, nous irons jusqu'au bout. Au cours de la semaine suivante, Nicole et moi avons commencé à préparer la poursuite. Elle m'a aidé à déposer une plainte contre mon père, Luc et James Carter, pour fraude et violation d'obligations fiduciaires. Chaque étape du processus faisait battre mon cœur la chamade. Je n'aurais jamais imaginé poursuivre ma propre famille en justice. La pensée de devoir faire face à mes parents et à Luc au tribunal me serrait la poitrine. Mais ensuite, je regardais la photo de mon grand-père et je savais que je n'avais pas d'autre choix. La réponse de ma famille est venue plus vite que je ne m'y attendais. Un soir, alors que je dînais seul dans la vieille cuisine, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. J'ai hésité mais j'ai répondu. « Jacob. » Sa voix tremblait, un mélange de colère et de panique. « Qu'est-ce que tu fais ? Poursuivre ta propre famille en justice ? Tu veux ruiner notre réputation ? » J'ai pris une profonde inspiration. « Maman, je veux juste ce que papy m'a laissé. Si toi et papa n'avaient rien fait de mal, pourquoi avez-vous peur ? Tu ne comprends rien, a-t-elle crié. Tu vas le regretter, Jacob. Tu déchires la famille. J'ai eu envie de dire qu'ils avaient déchiré la famille il y a longtemps, qu'ils m'avaient abandonné pendant ces années solitaires. Mais je suis resté silencieux, l'écoutant me réprimander pendant quelques minutes avant qu'elle ne raccroche. Peu de temps après, j'ai reçu un message de Luc. Tu es un tel traître. Attends juste. Tu vas tout perdre. J'ai éteint mon téléphone, me sentant à la fois en colère et creux. Ils ne se sont pas excusés, n'ont montré aucun remords. Ils ne se souciaient que de leur réputation et de leur argent. Moins d'une semaine plus tard, j'ai découvert que ma famille ne s'arrêtait pas aux menaces. Sur les réseaux sociaux, ma mère a posté une longue diatribe, me qualifiant d'ingrat et m'accusant de diffamer la famille à des fins personnelles. Mon père a appelé des tantes, des oncles et des cousins, racontant une histoire déformée selon laquelle j'essayais de détruire la famille par jalousie de leur succès. Quelques parents m'ont envoyé des messages m'exhortant à abandonner le procès pour protéger la réputation de la famille. Jacob, qu'est-ce que tu fais ? Ma tante Linda a écrit, la famille passe avant tout. Ne laisse pas l'argent nous diviser. Lire ces messages donnait l'impression d'être poignardé encore et encore. Mais je n'ai pas répondu. Je savais que si je reculais maintenant, je vivrais pour toujours dans l'ombre de leur trahison. J'ai appelé Nicole et je lui ai raconté ce qui se passait. Ils essaient de te faire peur, a-t-elle dit. Ne les laisse pas gagner. Nous avons des preuves, et nous nous battrons jusqu'au bout. Nicole a travaillé sans relâche. Elle a contacté la banque, obtenu des relevés de transactions supplémentaires, et trouvé un témoin, un ancien employé de James Carter, qui avait démissionné peu après que la fiducie ait été vidée. Le témoin a accepté de témoigner que Carter connaissait la fiducie et l'avait délibérément cachée. Nicole a également découvert une copie de l'accord de fiducie original signé par mon grand-père, me désignant clairement comme le seul bénéficiaire. Ces documents étaient comme une lumière dans l'obscurité, me donnant l'espoir que justice serait rendue. Mais la bataille n'a pas été facile. Ma famille a engagé une équipe coûteuse d'avocats de Miami qui ont commencé à envoyer des lettres menaçantes me demandant d'abandonner le procès ou de faire face à des conséquences.
Ils ont envoyé un email à Nicole m'accusant de fabrication et menaçant d'une contre-poursuite pour diffamation. Chaque jour, je recevais des messages de parents éloignés et de vieux amis de la famille m'accusant tous d'avoir détruit la famille. Je me sentais comme si le monde entier était contre moi. Mais chaque fois que je regardais la lettre de mon grand-père, je trouvais la force de continuer. Nicole est devenue mon encre pendant ces journées. Elle n'était pas seulement mon avocate. Elle était une amie, me rappelant que je faisais la bonne chose. « Tu n'es pas seul, Jacob », a-t-elle dit lors d'une réunion. « Ton grand-père croyait en toi, et moi aussi. Nous allons gagner, mais tu dois rester fort. » J'ai hoché la tête, serrant la lettre. Je savais que ce combat ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de protéger l'héritage de mon grand-père, de prouver que je n'étais pas le raté qu'il pensait que j'étais. Je me battrais jusqu'au bout, même si cela me coûtait mon cœur. Quand la première audience du tribunal a été fixée pour août, j'ai eu l'impression d'entrer dans une tempête. Je n'avais jamais comparu dans un tribunal, jamais fait face au regard scrutateur d'un juge, d'un jury, ou, plus redoutable encore, de ma propre famille. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je regardais la lettre de mon grand-père, son écriture inclinée, un rappel que je ne pouvais pas reculer. Le procès a eu lieu dans un tribunal de Sacramento, dans une grande salle aux murs de bois poli et au siège rigide. Je me suis assis à côté de Nicole, les mains serrées pour calmer mes nerfs. En face de nous se trouvait l'équipe juridique de ma famille, 3 hommes en costume coûteux, leur regard perçant et leur sourire confiant. Ma mère portait une robe de soie émeraude, ses cheveux relevés, mais ses yeux évitaient les miens. Mon père était assis bien droit, son visage de pierre, tandis que Luc souriait comme si j'étais une blague pour lui. Nicole a posé une main sur mon épaule et a murmuré « Respire, Jacob. Nous sommes bien préparés. Ils ne peuvent pas annuler la vérité. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur battait la chamade alors que le juge, une femme d'âge moyen sévère aux yeux perçants, entrait dans la pièce. Elle a frappé son marteau et le procès a commencé. Les 3 mois suivants furent une bataille acharnée. Ma famille, soutenue par leur équipe juridique coûteuse, n'a ménagé aucun effort pour me discréditer. Ils m'ont traité d'ingrat, de fils jaloux, envieux du succès de sa famille. L'un de leurs avocats, Richard Hay, s'est tenu devant le tribunal et a déclaré que j'avais fabriqué l'histoire de la fiducie à des fins personnelles. Jacob Blake est un homme raté, dit-il, sa voix aussi douce qu'un acteur. Incapable d'accepter le succès de sa famille, il a concocté un conte fantaisiste sur une fiducie pour les détruire. Chaque mot était comme un couteau, mais j'essayais de rester calme. Nicole m'avait prévenu qu'il ferait cela. Ils n'ont aucune preuve pour nous réfuter, dit-elle. Concentre-toi sur la vérité. Et je l'ai fait. J'ai fourni tout ce que nous avions. La lettre de mon grand-père. Le rapport de l'enquêteur, les relevés bancaires. Nicole a présenté chaque élément avec clarté et une précision implacable. Elle a fait appel à notre premier témoin, Henri, le banquier retraité qui avait travaillé avec mon grand-père. Henri, la voix tremblante de vieillesse, a confirmé que mon grand-père avait mis en place une fiducie de 3 millions de dollars pour moi et que l'argent avait été retiré peu de temps après sa mort. Mais l'équipe juridique de mes parents n'a pas reculé facilement. Ils ont interrogé Henri, essayant de le confondre, suggérant qu'il se souvenait mal ou qu'il se trompait. Ils ont même produit des faux documents affirmant que les fonds de la fiducie avaient été légalement transférés à mon père avant la mort de mon grand-père. J'ai regardé mon père, espérant une lueur de remords, mais il est resté assis là, son regard glacial comme si je n'étais pas son fils. Pendant ce temps, les médias locaux ont eu vent de l'affaire. Quelques journaux de Sacramento ont publié des articles sur le différend d'héritage familial d'1 million de dollars avec des titres sensationnalistes comme « Fils poursuit ses parents pour un fonds fiduciaire volé ». Certains articles me dépeignaient comme une figure pitoyable, un fils abandonné par sa famille. D'autres prenaient le parti de ma famille, m'appelant un enfant ingrat essayant de ruiner leur réputation. Chaque fois que je lisais ces histoires, je me sentais déchiré. Je ne voulais pas être le centre de l'attention, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Nicole m'a gardé concentré. « Ne lis pas les journaux », a-t-elle dit. « Ils ne font que chercher des clics. Nous avons la vérité, et c'est ce qui compte. » Elle a travaillé sans relâche à préparer chaque audience avec une méticulosité étonnante. En septembre, elle a présenté notre preuve clé, une copie de l'accord de fiducie original de la banque signé par mon grand-père, me désignant clairement comme le seul bénéficiaire. Elle a également montré des relevés bancaires traçant le transfert de 3 millions de dollars sur les comptes de mon père et de Luc,
autorisé par la signature de James Carter. Le témoin le plus crucial était Emily, une ancienne assistante de Carter, qui avait démissionné peu de temps après le retrait de la fiducie. Emily s'est tenue devant le tribunal, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai vu Monsieur Carter et Monsieur Martin Blake signer les documents de transfert, dit-elle. J'ai demandé à Monsieur Carter si c'était légal puisque la fiducie était clairement au nom de Jacob Blake. Il m'a dit de me taire en disant que c'était une affaire de famille. » La salle d'audience est tombée dans le silence après le témoignage d'Emily. J'ai regardé mes parents et Luc. Ma mère a baissé la tête, serrant un mouchoir. Mon père regardait droit le juge, mais je voyais ses épaules trembler. Luc, pour la première fois pendant le procès, a perdu son sourire moqueur. Son visage est devenu pâle comme s'il réalisait que tout s'effondrait. Le juge, Margaret Collins, a commencé à interroger vivement ma famille. « Monsieur Martin Blake, a-t-elle dit, sa voix coupante, comment expliquez-vous ces transactions? Si l'argent ne provenait pas de la fiducie, d'où venait-il? Pouvez-vous fournir des preuves de la source légitime des fonds qui ont acheté le manoir, les voitures et les voyages somptueux? » Mon père s'est levé, la voix tremblante, mais essayant toujours de paraître confiant. « Votre honneur, c'est de mon entreprise. J'ai fait des investissements immobiliers réussis. Et avez-vous des preuves pour le prouver? » Le juge Collins a interrompu, son regard le transperçant. Mon père bredouilla, jetant un coup d'œil à son avocat, mais monsieur secoua seulement légèrement la tête. « Nous le fournirons plus tard, dit mon père, sa voix s'estompant. Le juge s'est tourné vers Luc. « Et toi, Luc Blake? Tu as acheté une voiture de sport d'une valeur de plus de 200 000 $ quelques mois seulement après la mort de ton grand-père. Comment expliques-tu cela? » Luc ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son visage était cendreux, ses yeux paniqués. Je les ai regardés, mes parents, et mon frère, et j'ai ressenti un mélange de douleur et de soulagement. Ils ne pouvaient pas répondre. Ils ne pouvaient rien prouver. La vérité commençait enfin à éclater, et pour la première fois, j'ai senti que j'approchais de la justice. Le procès s'est prolongé jusqu'à fin octobre. Chaque jour, un nouveau défi. L'équipe juridique de mes parents a tenté de renverser la vapeur avec des arguments vagues et des témoins peu fiables. Mais Nicole n'a jamais faibli. Elle a contré chaque point, présenté chaque preuve, et m'a gardé stable pendant les jours les plus stressants. Certaines nuits, je n'arrivais pas à dormir, allongé au lit, me demandant si je faisais la bonne chose. Mais ensuite, je pensais à mon grand-père, à sa lettre, et je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Lors de l'audience finale, la salle d'audience semblait lourde, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Le juge Collins a regardé les deux parties, ses yeux perçants, mais justes. « J'ai examiné toutes les preuves, a-t-elle dit, et je rendrai ma décision le mois prochain. Mais permettez-moi de dire ceci. Cette affaire ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de confiance, de responsabilité, et de ce que l'on laisse à la génération suivante. J'ai regardé ma famille. Ma mère pleurait, mais elle ne me regardait toujours pas dans les yeux. Mon père était assis immobile, son regard vide. Luc baissa la tête, ses mains agrippant fermement la chaise. Je ne me sentais pas triomphant. Je ressentais seulement une profonde tristesse. Mais je savais que j'avais fait la bonne chose. J'avais protégé l'héritage de mon grand-père, et c'était ce qui comptait le plus. Quand le juge Margaret Collins a annoncé qu'elle rendrait sa décision le mois suivant, je suis sorti de la salle d'audience avec des sentiments mitigés. Nicole m'a tapoté l'épaule, m'assurant que nous avions fait de notre mieux et que nos preuves étaient irréfutables. Mais au fond, la victoire n'était plus ce que j'avais jamais espéré. Je voulais juste la justice. Et surtout, je voulais que mon grand-père sache que je ne l'avais pas déçu. Novembre est arrivé, apportant le froid mordant de l'hiver à Sacramento. La dernière audience a eu lieu par un matin brumeux, le faible soleil filtrant à travers les grandes fenêtres de la salle d'audience. Je me suis assis à côté de Nicole, serrant la lettre de mon grand-père comme un talisman. Ma famille était assise en face de nous, mais ils avaient l'air différents cette fois. Ma mère ne portait plus ses robes de soie coûteuses, juste un simple pull. Mon père était assis les épaules voûtées, les yeux fatigués. La confiance arrogante de Luc avait disparu, remplacée par une tension visible sur son visage. Le juge Collins est entré, a frappé son marteau, et la salle d'audience est tombée dans le silence. Elle a regardé autour d'elle, son regard sévère reposant sur chacun de nous.
Après avoir examiné attentivement toutes les preuves et tous les témoignages, elle a commencé, sa voix résonnante. Ce tribunal constate que la fiducie de 3 millions de dollars établie par William Blake appartient de droit à son unique bénéficiaire, Jacob Blake. Mon cœur a semblé s'arrêter. Nicole a serré ma main légèrement, mais je n'ai pas osé la regarder. J'ai gardé les yeux sur le juge, essayant de rester calme pendant qu'elle continuait. Martin Blake, Janet Blake et Luke Blake ont reçu l'ordre de rembourser les 3 millions de dollars complets ainsi que des pénalités supplémentaires pour fraude et violation d'obligations fiduciaires. De plus, James Carter, l'avocat impliqué dans le transfert non autorisé, fera l'objet d'une enquête et la révocation de sa licence d'avocat. La salle d'audience était silencieuse. J'ai entendu ma mère sangloter, mais je ne l'ai pas regardée. Je ne pouvais pas. Le juge a frappé son marteau, mettant fin au procès. Mais pour moi, c'était comme une cloche sonnant la fin d'un chapitre de ma vie. Je me suis levé, mes jambes tremblant, et j'ai quitté la salle d'audience avec Nicole. Dehors, l'air glacial me faisait frissonner, mais je sentais un poids s'enlever de mes épaules. J'avais gagné, mais la victoire ne m'a pas apporté la joie que j'avais imaginée. Nicole m'a serré dans ses bras, son sourire radieux. « Tu l'as fait, Jacob » a-t-elle dit. « Ton grand-père serait tellement fier. » J'ai hoché la tête mais je n'ai rien dit. Je savais qu'elle avait raison, mais une profonde tristesse persistait dans mon cœur. J'avais récupéré l'héritage de mon grand-père, mais au prix de ma famille, la relation que j'avais une fois espérée, même faiblement, sauvée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris que ma famille était tombée dans l'endettement. Le manoir de Miami a été saisi pour couvrir leurs obligations. Les voitures de sport de Luke ont été vendues aux enchères. Les voyages somptueux, toutes ces fêtes extravagantes, tout n'était plus que des souvenirs. Ma mère m'a appelé une fois, sa voix tremblante, me suppliant pardon. « Jacob, je ne savais pas que les choses iraient aussi loin, dit-elle. Je voulais juste que notre famille ait une vie meilleure. J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais lui pardonner sincèrement, mais la blessure était trop profonde. Maman, ai-je finalement dit, je voulais juste ce que papy m'avait laissé. Je ne voulais pas détruire la famille, mais vous avez tous choisi ce chemin. J'ai raccroché, les larmes tombant silencieusement. Je ne savais pas si je pourrais jamais pardonner, mais pour l'instant, je voulais juste avancer. James Carter, conformément à la décision du tribunal, a vu sa licence d'avocat révoquée. Les journaux locaux ont publié des articles avec des titres comme « Un avocat de SAC est radié pour fraude à la fiducie ». Une partie de moi se sentait satisfaite que justice ait été rendue, mais une plus grande partie se sentait vide. L'argent, la réputation, tout ce que ma famille avait poursuivi avait disparu. Mais moi, j'étais toujours là. J'étais toujours dans la vieille maison avec les souvenirs de mon grand-père et sa promesse. Quand les 3 millions de dollars ont été transférés sur mon compte, je n'ai pas ressenti l'excitation que j'avais autrefois imaginée. Je me suis assis dans la vieille cuisine en regardant le jardin envahi par les mauvaises herbes et j'ai pensé à ce que mon grand-père voudrait que je fasse. Il avait dit, l'argent ne fait pas une personne, mais il peut m'aider à vivre selon ma vérité. J'ai décidé de ne pas poursuivre le glamour que ma famille avait poursuivi. Je ne voulais pas de manoir, de voitures de luxe, ou de voyages extravagants. Je voulais une vie simple et durable, tout comme mon grand-père me l'avait appris. J'ai utilisé une partie de l'argent pour rénover la vieille maison, remplacer le toit, repeindre les murs en bois, et transformer le jardin envahi par les mauvaises herbes en un petit potager. Je n'avais pas besoin d'être riche. J'avais juste besoin de assez pour vivre authentiquement. Un soir d'hiver, alors que de faibles flocons de neige tombaient à l'extérieur de la fenêtre, je me tenais dans le salon, réaccrochant la photo de mon grand-père au mur. La photo était vieille, mais ses yeux brillaient toujours d'une foi inébranlable. J'ai touché le cadre, ressentant une pièce que je n'avais pas eue depuis des années. « J'ai protégé ton héritage, papy », ai-je murmuré. Je l'ai fait. Je me suis assis sur le canapé, j'ai ouvert une bouteille de vin bon marché, du genre que mon grand-père aimait, et j'ai versé un verre. J'ai regardé par la fenêtre où les flocons de neige scintillaient sous les lampadaires. La vieille maison craquait toujours, portait toujours l'odeur familière de pain. Je n'avais plus de famille au sens conventionnel, mais j'avais mon grand-père. Pas en personne, mais dans ses leçons, sa lettre, et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Et pour moi, c'était suffisant. J'ai pris une gorgée de vin, l'amertume légère persistant sur ma langue. J'ai pensé aux années solitaires, aux fois où j'ai été abandonné,
à la bataille juridique que je venais de traverser. Tout cela m'avait mené à ce moment, un moment calme, peu flamboyant, mais complet. Je n'avais besoin de la validation de personne. Je n'avais pas besoin de photos glamour sur les réseaux sociaux. J'avais juste besoin de savoir que j'avais été fidèle à ce en quoi mon grand-père croyait. Dehors, le monde continuait de tourner. La presse finirait par oublier le procès. Ma famille trouverait des moyens de reconstruire leur vie. Mais moi, je resterais ici dans la vieille maison, vivant une vie simple et honnête. Et chaque fois que je regardais la photo de mon grand-père, je savais qu'il souriait.